Bonsoir à tous, bienvenue, il est exactement 20h. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Paiement de pensions retraite sur l'ensemble du territoire national, toujours pas grand monde devant les guichets. Politique générale du gouvernement, la jeunesse gabonaise en attente des actions concrètes à mener par l'État. Et puis, sport football CHAN 2023, les affiches de quart de finale désormais connues, les Saoudeurs occupent le peloton de tête. Nous débutons cette édition d'information en politique, donner une orientation sociale à son action. C'est ce en quoi s'est engagé le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé lors de sa déclaration de politique générale devant les élus du peuple. C'était hier mardi. Plus de précisions dans cet élément d'Estelle Amvan. Le programme de politique générale présenté à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre repose sur 12 axes prioritaires, notamment la santé, l'emploi, la lutte contre la vie chère, l'eau et l'énergie, la route, l'éducation, les affaires sociales, le conflit homme-faune, les relations avec les institutions, la décentralisation, les questions électorales. La déclaration de politique générale que je présente se situe dans le Gabon que nous avons et que nous devons transformer avec les ressources dont nous disposons, ici et maintenant. Nos ressources humaines d'abord, que nous devons mieux valoriser. Nos ressources naturelles, que nous devons exploiter de manière durable. Fidèle compagnon d'Ali Bongo depuis son accession à la magistrature suprême, Alain-Claude Billy-Binzé est le 4e Premier ministre de ce 2e mandat. Il s'est dit conscient de sa responsabilité devant le peuple gabonais. À côté de cette nécessaire continuité que j'assume, il me faut vous dire, honorables députés, que j'assume tout autant l'orientation sociale que j'entends donner à l'action de mon gouvernement, sans que cela n'ait vocation à justifier quoi que ce soit. Nous devons à la vérité de constater que le mandat que nous vivons a été marqué par de nombreux événements imprévisibles et incontournables, qui ont fortement et durablement impacté la vie de la nation. Il y a d'abord eu, en octobre 2018, l'accident de santé du président Ali Bongo Ondimba. Il y a ensuite eu la pandémie à Covid-19. Sur les 140 élus que compte l'Assemblée nationale, 134 ont pris part au vote. La déclaration de politique générale de Billy-Binzé a obtenu 122 voix favorables contre 12 voix défavorables. Ce gouvernement, mis en place le 9 janvier 2023, a 7 mois pour répondre aux attentes des Gabonais. Au nombre des populations ayant assisté à ce grand exposé du Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, les organisations de jeunesse, elles sont conscientes des problèmes qui minent la jeunesse gabonaise. Elles attendent ces organisations des actions concrètes de la part du gouvernement. Retrouvez une fois de plus Estelle Amban. Admiratifs, les jeunes présents à l'Assemblée nationale ce 24 janvier l'ont été face à l'éloquence du Premier ministre. Mais ils restent focus sur la réalité de leur vécu quotidien. Nous aurions apprécié que le Premier ministre, chef du gouvernement, insiste sur la question des étudiants actuellement au Gabon, qui présentent une situation plutôt chaotique, notamment dans l'enseignement supérieur, parlant des bourses, des résidences universitaires et du système même d'enseignement. Les plaintes sont nombreuses. Il est vrai que les problématiques spécifiques ont été abordées, notamment le chômage, et également l'éducation, mais d'autres problématiques également des jeunes en lien avec le divertissement et autres devraient peut-être également être prises en compte. Les jeunes en population carcérale devraient également être identifiés dans les programmes de politique générale. Alors que ce septennat dédié à la jeunesse tire vers sa fin, ces organismes de jeunesse comptent bien jouer leur partition. Nous souhaitons l'exécution à 100% de tous les différents points énumérés dans la politique générale donc, du Premier ministre. Alors nous allons regarder de près le travail fait, nous allons analyser davantage la question
disons, la politique générale. Et nous allons mettre en avant les questions de jeunesse. Nous allons repartir auprès du gouvernement, auprès des différents ministres sectoriels, notamment le ministère de la Jeunesse, pour mettre en avant la question de la jeunesse, parce que nous sommes toujours dans le septennat de la jeunesse et nous voulons que la jeunesse compte, qu'elle soit mise en avant, que la jeunesse que nous savons compétente soit également appelée pour le développement de notre pays. Le patriotisme, le pragmatisme et la proximité sur lesquels repose la politique générale d'Alain-Claude Bilibinze est donc très attendue par les jeunes qui représentent plus de 60% de la population gabonaise. Parmi les points inscrits dans la feuille de route de déclaration de politique générale d'Alain-Claude Bilibinze figure la question de l'eau et de l'énergie, objectif améliorer le quotidien des populations au Gabonais. Je propose de suivre un extrait du Premier ministre. Dans le domaine de l'eau et de l'énergie, nous allons accentuer les efforts déjà engagés par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Cet effort soutenu se fera à travers 3 programmes principaux. Le programme Pied-Pal, d'un montant de 77 milliards de francs CFA pour le Grand Libreville. Le programme PASMIR, d'un montant de 35 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Et les projets prioritaires, d'un montant de 11 milliards de francs CFA. À côté de ces programmes, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des partenariats publics-privés ou en investissement direct étranger, au nombre desquels les barrages hydroélectriques de Kingele-Aval, des barrages de Fé2 et Impératrice, les centrales photovoltaïques de Mouila et de la plaine Ayémé, pour ne citer que ces cas. Par ailleurs, la SEEG, le CNE et la Société de patrimoine poursuivront leur programme d'investissement. En outre, je demande au ministre de l'Énergie d'accélérer le processus d'interconnexion avec la Guinée équatoriale dans le cadre du pôle énergétique d'Afrique centrale, organisme de la CEAC. 4. La question éducative et la formation de jeunes également prise en compte dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce matin, je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Les efforts de construction de nouvelles salles de classe vont se poursuivre, car en plus des 10 000 places disponibles au primaire et au secondaire, ce sont 20 000 autres places qui devront être créées pour nos enfants à partir de cette fin d'année 2023. Aussi, des actions majeures permettront-elles de relever les principaux défis liés à la gouvernance des départements en charge d'éducation et des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, par la valorisation de l'enseignement professionnel et technique, la promotion de l'excellence, le maintien de l'apaisement du climat social et la lutte contre les violences scolaires. Par ailleurs, nous procéderons à l'ouverture de nouveaux centres de formation professionnelle, notamment celui de Tchéngué, et à la finalisation de la construction des universités de Port-Gentil et du Cap-Esterias. Mon gouvernement se penchera en outre sur la situation plus que préoccupante de l'université Omar Bongo de Libreville et de l'USTM. Ces deux universités méritent en effet toute l'attention du gouvernement. Des propositions concrètes seront présentées dans les prochaines semaines. La déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze contient 12 points qui s'activent sur le plan social, parmi lesquels la question de la lutte contre la vie chère, la santé, l'éducation, la santé, l'éducation et bien d'autres. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Dr Walid Christian, géographe. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, déjà avec vous, on entame un regard sur la cérémonie justement de déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. D'abord, merci pour votre invitation. Je voudrais dire que hier, j'ai eu une impression assez plaisante. Lors de la déclaration de politique générale de monsieur le Premier ministre, j'ai eu l'impression que nous avons retrouvé au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, une joute politique intéressante. Le Premier ministre, je l'ai trouvé très à l'aise et
aussi ses adversaires politiques qui se sont succédés pour apprécier cette déclaration de politique ont mis du piment à cet événement, ce qui fait que vraiment j'ai l'impression, et je crois que nous, observateurs politiques et les Gabonais de manière générale, sommes demandeurs justement de ce que le Parlement vive de cette façon, avec cet échange très intéressant entre... Le Parlement a toujours vécu depuis le passage de plusieurs ministres. La coloration n'a toujours pas changé. Non, ce que je suis... la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que hier, en fait, on a vu un talent politique s'exprimer. On a vu vraiment la politique s'exprimer avec tous les acteurs qui se sont succédés à la tribune. Et c'est bien de voir que nous, parfois on conteste notre démocratie, mais c'est bien de voir finalement que nous avons une démocratie qui s'exprime. Nous avons une démocratie qui est bien apaisée, et nous avons une démocratie avec les points améliorés, bien entendu, parce que ce n'est pas, on va pas dire que c'est dans le meilleur des mondes, mais tout au moins, ce à quoi on a assisté hier, c'est vraiment l'expression même de la démocratie entre l'exécutif et le Parlement, et c'était très intéressant, c'était très plaisant de voir ces échanges. Peut-on parler de démocratie quand on sait que justement le Parlement, on va dire en majorité, est presque composé d'une certaine manière un peu on va dire quoi, du parti au pouvoir, des membres du parti au pouvoir? Mais le fait que le parti au pouvoir, le PDG, soit la majorité au Parlement, ne rend pas moins dynamique notre démocratie. Voyez-vous, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, évidemment, le fait que le PDG ait la majorité, personne ne se doutait que cette déclaration de politique générale ne soit pas votée. Donc, à ce niveau, je crois que le débat n'est pas à ce niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les échanges qu'il y a eu entre les parlementaires et l'exécutif. Voyez-vous, même le président du groupe parlementaire PDG, quand bien même, dans l'entame de son propos, a affirmé le fait qu'ils allaient voter cette déclaration de politique générale, qu'aucune voix ne manquerait au gouvernement, il a quand même, dans son propos, interpellé l'exécutif sur un ensemble de chantiers, un ensemble de problèmes que le gouvernement doit prendre à bras le corps pour résoudre, pour accorder justement un mieux-être aux populations. Donc vous voyez bien que à partir de ce moment, la question n'est pas d'avoir une majorité absolue du PDG au Parlement, mais la question c'est comment vit le Parlement. C'est-à-dire que ceux qui sont au Parlement, quand bien même ils sont de la majorité, mais est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer et à exprimer justement leur position de parlementaire? Là, je pense que hier, on a bien vu que même si le PDG était majoritaire, eh bien, cette expression plurielle pouvait s'exprimer et que même le PDG pouvait interpeller son propre gouvernement vis-à-vis de la situation de la population. Et donc, je crois effectivement que pour la démocratie, c'est une chose qui est bien intéressante. Alors, venons-en à présent au point évoqué par le Premier ministre dans son action gouvernementale, notamment 12 points sur le plan social, avec la question de la vie chère. Il faut également relever que le gouvernement dispose de très peu de temps. Quels seront les mécanismes, sinon quels peuvent être les mécanismes que le gouvernement pourrait mettre en place pour finalement faire face à cette question de la vie chère qui étrangle les populations? Bon, d'abord, il faut rappeler que la question de la vie chère émane de plusieurs faits. Il y a plusieurs facteurs qui justifient le fait que nous ayons une vie qui soit cette inflation de plus en plus galopante. Il y a le contexte international, le Premier ministre l'a rappelé, il y a eu la crise sanitaire, il y a aujourd'hui les crises géopolitiques, notamment la crise en Ukraine qui est mise en avant, en exergue, et qui fait que finalement l'inflation est observée partout dans le monde. Mais il y a aussi un problème interne au nôtre. C'est que nous avons une économie qui est extravertie, nous avons un commerce qui est extraverti. Nous ne produisons pas grand-chose dans notre pays. Et donc, il est, je pense, grand temps
que nous puissions penser à des mécanismes qui nous permettent justement de pouvoir produire sur place. Maintenant, vous dites, et je voudrais corréler la question de la vie chère, elle se ressent davantage. Pourquoi? Parce que aussi, le problème du chômage est très important dans notre pays. Voyez-vous quelqu'un qui a des ressources et qui a des enfants? Si vous permettez, oui. on va revenir sur cette question, mais abordons un peu la question du volet éducatif aujourd'hui. Oui. Parce qu'il faut dire que la grande question de l'université Omar Bongo, qui connaît des problèmes depuis des années, avec le dérèglement calendaire, les problèmes des infrastructures, tout ce que vous connaissez, on va dire quoi, l'insuffisance justement des structures de ce point de vue, la construction des universités qui avait été promis depuis des années, mais qui ne voit toujours pas le jour. Alors comment voyez-vous ou percevez-vous justement, on va dire, la perspective gouvernementale évoquée par Alain-Claude Bilibidze pour faire face justement à ce problème? Bon, déjà, je veux vous dire qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant à l'université, j'ai été quelque peu déçu que Monsieur le Premier ministre n'ait pas développé davantage, ou du moins, c'est vrai que c'est une déclaration de politique générale, mais je m'attendais à ce qu'il dise un peu plus sur l'université. Bon, il a dit que la question de l'université, notamment de l'université Omar Bongo, de l'université des sciences et techniques de Massoukou, ainsi que de l'université des sciences de la santé, doivent être prises à bras le corps par le gouvernement. À ce stade, il est difficile pour moi de me prononcer avec objectivité, puisqu'il a promis que dans les semaines qui arrivent, des mesures concrètes vont être prises pour régler ce problème. Donc, je pense que donnons le temps, attendons justement que ces mesures soient proposées et nous jugerons sur pièce, nous jugerons justement, nous apprécierons à partir des mesures qui seront proposées si véritablement ce sont des mesures qui sont en capacité de pouvoir résoudre le problème. Mais j'ai juste envie de dire que, vous voyez, dans le cadre du cinquantenaire de l'université Omar Bongo, des états généraux de l'université Omar Bongo ont été organisés. Et il y a un document qui contient aussi bien l'état des lieux que les propositions que les universitaires, les acteurs de l'université Omar Bongo ont pu faire pour résoudre le problème du dysfonctionnement, entre guillemets, de notre université. Donc, je crois que le gouvernement pourrait bien s'approprier justement ce document pour pouvoir proposer des solutions concrètes à la restructuration de notre université. Le gouvernement n'ignore pas forcément, on va dire, ces grands problèmes. Sinon, le document produit lors du cinquantenaire de l'université. L'avantage, c'est connu du gouvernement gabonais aujourd'hui. Oui, l'avantage de ce document, c'est qu'il est réfléchi par les acteurs de l'université eux-mêmes. Donc, je pense que pour une facilité d'application, le gouvernement peut s'approprier effectivement ce document et regarder, évidemment, dans le temps qui est imparti, dans les 7 mois, comme vous l'avez rappelé, quelles sont les mesures urgentes qui peuvent être prises pour apporter un mieux fonctionnement de notre université. D'accord. La question de la formation des jeunes aujourd'hui, oui. Il faut dire que le chômage connaît quand même un pic très, très important dans le pays. Oui. Et comment le gouvernement, en si peu de temps, pourrait aussi faire en sorte que nos jeunes soient formés dans les meilleurs délais et accéder à des emplois de qualité? Non. En 7 mois, on ne forme pas des gens pour accéder à des fonctions ou du moins à des métiers de qualité, comme vous dites. Il faut une prospective. Évidemment, et il a bien rappelé hier, le gouvernement est une continuité. Quand on parle du gouvernement, ce n'est pas simplement une équipe. Il y a une équipe qui a été, il y a celle qui est là et il y a une autre qui arrivera. Ça veut donc dire que, au fond, ce que le gouvernement peut faire, c'est mettre en place des mécanismes prospectifs qui permettent, que ce soit ce gouvernement ou la continuité ou un autre qui sera là, une autre équipe qui pourrait être là, de pouvoir projeter sur 3, 4, 5 ans un ensemble de mécanismes pour le faire. Maintenant, pour résorber la question du chômage actuellement, bon, lui-même, Monsieur le Premier ministre a déjà donné une orientation. C'est déjà de pouvoir régulariser les situations administratives de tous ceux qui sont en attente aujourd'hui. Je pense que ce serait une question, une action qui soulagerait fortement
les jeunes. Et puis, l'autre élément qu'il a indiqué et que personnellement j'ai bien apprécié, c'est la question de la préférence nationale, la priorité aux nationaux. C'est-à-dire que il y a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui occupés par des étrangers, non pas que nous n'en avons pas besoin, mais il y a effectivement, l'État a besoin d'affirmer aussi une espèce de préférence nationale. Et par rapport aux jeunes qui doivent être employés dans certaines entreprises, et je crois que le gouvernement, tel que monsieur le Premier ministre l'a annoncé, devrait pouvoir mettre en application justement cette mesure qui peut aussi aider justement à résorber la question du chômage. D'accord. Hormis justement ce point, c'est la question aujourd'hui qui fait couler beaucoup donc des salives dans nos quartiers, c'est le problème d'eau. Parce que dans beaucoup de quartiers de Libreville, il faut dire qu'avoir de l'eau, c'est véritablement un calvaire pour les populations. La question également de l'électricité dans l'arrière-pays, sinon dans certaines zones. La preuve, c'est que nous vivons de temps à autre la question de délestage dans plusieurs quartiers de Libreville. Et comment le gouvernement peut s'y prendre au mieux et plus vite pour résoudre ce problème? Là aussi, je pense que faisons la mesure entre la vitesse et la précipitation. Faisons la mesure entre les besoins immédiats et la prospective ou l'avenir. Une chose qu'il faut faire concernant l'électricité, c'est véritablement de pouvoir réaliser la construction des barrages hydrauliques. FEDE et Impératrice et puis Kingele, il faut absolument les mettre en œuvre. Je crois que cela aiderait véritablement répondrait plutôt à cette question de délestage. J'ai bien vu dans la déclaration de politique générale que monsieur le Premier ministre a parlé comment on le dit, des centrales photovoltaïques à Mouila et à Yémé-Plaine. On voit bien qu'il ne se détourne pas aussi de l'engagement de la politique nationale liée aux questions environnementales. Ça, c'est très intéressant. Donc, je crois que ces centrales peuvent en partie déjà résoudre la question de délestage. Pour ce qui est de l'eau, bon, nous voyons que quand on circule dans Libreville, il y a ce projet PEPAL qui a pour objectif à terme de résoudre ce problème. À mon avis, je crois que ce qu'il faut faire, c'est peut-être accélérer le rythme, donc la cadence justement de PAT, la mise d'accélérer. Est-ce qu'il y a des moyens derrière ce projet pour finalement concrétiser, parce que le tout n'est pas d'annoncer. Mais je crois que le Premier ministre a déclaré qu'il y avait. Je crois qu'il a déclaré qu'il y avait quand même, je crois quelque chose comme 77 milliards, si je me trompe, pour pouvoir PEPAL. Le projet PEPAL. S'il le dit, c'est que les ressources ont déjà été mobilisées. Et c'est pour ça que moi, je pense que pour résoudre rapidement cette question, c'est qu'il faut accélérer la cadence des travaux pour pouvoir résorber ce problème, à mon sens. En bonne place dans la politique, dans la déclaration de politique générale, la vie chère, une question éminemment économique pour laquelle le gouvernement doit adopter une option, laquelle, pour espérer une action efficace du gouvernement, l'ancien Premier ministre Don Simon s'est exprimé sur cette question lors de notre édition d'information de la mi-journée. Je vous propose de suivre un extrait. Vous voyez, voilà une question centrale, extrêmement importante. Que peut le Premier ministre pour faire baisser le coût de la vie dans les 7 mois? Rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est de faire une mercuriale, c'est de bloquer les prix. Or, tous les économistes, tous sans exception, les économistes sérieux, savent que le blocage des prix n'est pas une solution. La solution, c'est de produire. Il n'y a que lorsque vous produisez que vous pouvez faire baisser les coûts. Mais lorsque vous bloquez les prix, vous devez prendre dans la caisse que vous avez de l'argent quelque part pour subventionner, pour payer la différence entre le prix réel et le prix que vous acceptez qu'il soit pratiqué sur le marché. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, ce que va faire le Premier ministre dans les 7 mois, c'est de subventionner la différence de prix. Ce n'est pas une solution pour le long terme. Les solutions du long terme, elles vont porter sur la production de tout. L'augmentation de l'offre sur le marché. Est-ce qu'en 7 mois, le Premier ministre peut augmenter l'offre? C'est non. Si je lui faisais le reproche
de ne pas être capable d'augmenter l'offre, je ne serais même pas très, disons, pas très sérieux moi-même. Je sais que dans l'intervalle là, comment peut-il faire pour augmenter la production de manioc, de bananes, de fruits, de viande dans les 7 mois? C'est impossible. Donc, à quoi peut-on s'attendre dans l'intervalle de 7 mois? Uniquement à des prélèvements sur les ressources qui devraient être consacrées à de l'investissement, c'est-à-dire à l'effort collectif de solidarité. Nous nous plaignons des routes, mais en même temps, nous sommes pas seulement des routes, nous nous plaignons de beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas en bon état. Mais nous ne regardons pas les sommes totales que nous affectons aux subventions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas subventionner, mais il faut savoir que ça a un contre-coup. C'est-à-dire que c'est autant de ressources en moins que l'on peut consacrer à des infrastructures collectives. Docteur Wallis, vous venez d'écouter l'ancien Premier ministre Raymond Ndonsima qui reste tout de même pessimiste quant à la capacité du gouvernement actuel de renverser la tendance en ce qui concerne la vie chère par rapport au fait que la soutenabilité justement du prix actuel devrait passer en réalité par la productivité. Or, en l'état actuel, par rapport également au temps accordé par le gouvernement, il semble que cette possibilité, soit impossible. Oui, je disais tout à l'heure qu'il faut travailler dans la prospective. C'est vrai que nous sommes dans une situation qui crée des tensions. Nous sommes dans une situation économique et sociale qui est très tendue, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il faut se projeter. Il y a des mécanismes immédiats. Le Premier ministre Ndonsima l'a rappelé aussi, et le Premier ministre Bilebinze l'a dit hier. Il faut s'attaquer à cette question. Cette question, de toute façon, on ne peut pas échapper à la question de la mercuriale aussi. Donc, quelque part, le gouvernement, c'est l'un des outils qu'il a, il est obligé de l'utiliser. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous m'avez un peu interrompu, c'est de dire que la question de la vie chère est aussi liée au chômage. Parce que les budgets, les ressources des ménages sont obérées aussi par le fait que nombre de jeunes ne sont pas en activité et que les parents sont obligés de continuer à prendre en charge ces enfants. Or, s'ils travaillaient, peut-être que la pression serait moins importante. Donc, il y a réglé la question du chômage. Maintenant, on est tous d'accord aussi, et je pense que même le gouvernement le sait, il faut absolument travailler dans la durée pour que nous puissions inverser la tendance de notre économie. Nous devons absolument parvenir à produire chez nous. La question de l'autosuffisance alimentaire, mais au-delà même de la sécurité alimentaire, il y va de notre sécurité alimentaire. C'est important que nous puissions avoir le contrôle de ce que nous consommons, que nous puissions le produire nous-mêmes, que nous puissions avoir la capacité de regarder ce que nous produisons. Donc, oui, le problème encore ici, même certains produits, on va dire locaux, font parfois aussi l'objet de certaines augmentations. Des produits locaux. Oui, mais vous vous doutez bien que quand il y a une inflation internationale, forcément, au niveau local, ceux qui produisent au niveau local, mais ils subissent aussi l'inflation liée aux produits internationaux. Donc, forcément, leurs ressources s'amenuisent lorsqu'il y a une inflation liée aux produits internationaux. Je crois que c'est la loi du marché, l'ajustement normal, c'est que eux aussi ils puissent augmenter les prix. C'est pour cela que si nous produisons davantage, si nous parvenons à mettre sur le marché beaucoup plus de produits nationaux, eh bien le marché va se réguler par lui-même et cette inflation galopante à laquelle nous assistons peut, à mon avis, quelque peu peut-être pas s'arrêter, mais tout au moins diminuer. Quand même, du point de vue alimentaire, nous en avons quand même avec, on va parler par exemple des légumes, de l'amarante, du koumou, etc. Oui. Mais sauf que toujours, la question de l'augmentation, le Gabonais aujourd'hui a du mal à se nourrir. Oui, mais parce que d'abord, c'est mis sur le marché à quelle quantité? À quelle quantité? Est-ce que ce qui est mis sur le marché permet d'alimenter l'ensemble du marché national? Il faut s'interroger. Mais une fois de plus, je vous redis que ces personnes qui produisent au niveau local, mais subissent aussi l'inflation des autres produits. Donc,
les ressources qui sont les leurs, les capacités les circuits de commercialisation, les circuits de transport, les coûts de transport qui augmentent, mais atteignent aussi ces personnes. Ce qui fait que, forcément, à un moment donné, elles sont obligées également d'augmenter le prix. Donc, augmenter les prix, la solution, c'est de parvenir justement à avoir une production beaucoup plus importante au niveau local. Je pense qu'il faut parvenir à ce mécanisme-là, sinon on va continuer à assister à cette inflation et qui est dommageable justement pour les ménages. Alors, docteur, êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à la déclaration du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze? Je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, c'est le gouvernement national. Il a fixé un cap. Ce que nous attendons, c'est qu'il mette en application les orientations qu'il a données. Et puis, on jugera au moment venu, mais maintenant on n'a pas à être pessimiste ou optimiste. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. On fait confiance à la déclaration de politique générale. Maintenant, nous allons voir comment le gouvernement va fonctionner. Et il a dit une chose importante hier, c'est que il n'a pas voulu changer le gouvernement, ou du moins il a fait des ajustements parce qu'il ne voulait pas avoir des gens qui viennent apprendre, entre guillemets, le métier, qui viennent s'imprégner encore des dossiers. Il a bien voulu que ceux qui sont là, qui connaissent déjà les dossiers, puissent poursuivre l'action de l'État. Donc, nous attendons de voir au moment venu si cela a été réalisé ou pas et à quelle proportion. Donc, il n'y a pas à être optimiste ou pessimiste. Docteur Wali Christian, merci pour tous ces propos. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information Cap à l'étranger. À présent, au Mali, un médecin de l'OMS a été enlevé lundi 23 janvier dans la ville de Ménaka, dans l'est du pays. Au motif, l'identification des ravisseurs reste encore inconnue. Leslie Nanaka nous en dit plus dans ce récit. L'information a été rendue publique hier dans un communiqué du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé. C'est en pleine circulation dans son véhicule, à Ménaka, dans la région est du Mali, que le docteur Mahamadou Diawara a été enlevé lundi. Selon le communiqué de l'organisation onusienne, l'identité des ravisseurs ainsi que le motif de l'enlèvement restent encore inconnus. Le chauffeur qui le conduisait aurait violemment été agressé par les présumés auteurs avant d'être abandonné à lui-même. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré lors d'un point de presse à Genève que le personnel sanitaire ne devrait jamais être une cible. Il a également assuré la participation de l'organisation à l'enquête et qu'ils ne ménageront aucun effort pour que le docteur Mahamadou Diawara soit libéré dans les plus brefs délais. C'est après plusieurs années d'exercice à Gao que le docteur Mahamadou Diawara demande d'être affecté à Ménaka, où il exerce depuis 2020. Une région plongée dans une lutte sanglante depuis près d'une année entre les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda et leurs rivaux du groupe État islamique. Au Sénégal, lors de la conférence d'ouverture du sommet de Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire du continent africain, le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, affirme que l'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et salue la présence de nombreux chefs d'État à ce sommet pour transformer ce potentiel en réalité. Écoutons-le. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Cela requiert un engagement volontariste et votre présence massive est un signal positif, une prise de conscience partagée des leaders pour arriver à cette transformation.
Sport à présent, les affiches des quarts de finale de la 7e édition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, Total Énergie Algérie 2023 sont désormais connues. Et si le pays hôte, l'Algérie, a validé son ticket pour les quarts de finale, le Cameroun de son côté s'est fait surprendre par une courageuse équipe du Niger. Le tableau complet de ces quarts de finale dans 7 éléments signé Herman Malaga Moussavou. Le choc entre le pays hôte, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, ce vendredi 27 janvier 2023 à 16h, au stade Nelson Mandela de Bakary, ouvrira les hostilités des quarts de finale de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Nations, Total Énergie Algérie 2023. La solidité défensive des Fennecs d'Algérie, amenée par le sélectionneur Majid Bouguera, pourrait être un atout majeur pour le pays organisateur au cours de cette rencontre face à une équipe ivoirienne irrégulière depuis le début de ce CHAN. Ce premier quart de finale sera suivi du derby Sénégal-Mauritanie à 19h au stade Annaba. La sélection des Lions de la Teranga, conduite par l'ancien international Pape Thiaw, est l'une des sélections ayant donné satisfaction depuis le début de cette compétition. Les pronostics pourraient parler en leur faveur, mais ce CHAN qui réserve bien de surprises ne laisse aucune rencontre se jouer en dehors de la vérité du rectangle vert. La journée du samedi 28 janvier 2023, quant à elle, fera place au dernier match de ces quarts de finale. Avec ce premier match entre les outsiders de cette compétition, la surprenante équipe de Madagascar affrontera le Mozambique à 16h au stade de Constantine. Le MENA du Niger, dernière équipe à valider son ticket pour les quarts de finale, en battant ce mardi 24 janvier 2023 les Lions indomptables du Cameroun, pourtant favoris à l'entame de la rencontre. Score au terme du temps réglementaire, 1-0 dans un groupe E à 3 équipes. Le Niger tentera une fois de plus de créer l'exploit face au Ghana à 19h au stade de Oran pour essayer d'atteindre les demi-finales du CHAN. Soulignons que de ces 8 équipes présentes en quart de finale, aucune d'entre elles ne s'était qualifiée au second tour lors de l'édition précédente. Qui succédera au Maroc au sacre final? La suite de la compétition qui s'annonce alléchante nous dévoilera le champion de cette édition. Bref, en cyclisme, pour clôturer cette édition d'information, la 3e étape de la tropicale Amissa Bongo s'est disputée ce mercredi 25 janvier 2023 entre Lebamba et Mouila dans le département de la Loetsi-Wano sur les distances de 113 km. Pour cette étape, c'est Jason Tesson de la team Total Énergie, déjà vainqueur de l'étape de la veille, qui remporte à nouveau cette étape. Nous y reviendrons avec de plus amples détails au cours de nos prochaines éditions d'information. Voilà qui met un terme à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.